Dans l'obscurité, un vieux mur de pierre. Il était toujours là, vétuste, calme, entre une petite église et un vieil hôpital. Souvent le jour, mes yeux se reposaient sur sa surface rugueuse. Il y en avait si peu de ces bonnes surfaces paisibles et muettes à l'intérieur de la ville où, de maître en maître, un magasin, un inventeur, un médecin, un coiffeur, un pédicure étalait son nom. Comme toujours, je revis le vieux mur entouré de paix. Pourtant, il y avait quelque chose de changé. Au milieu, une jolie petite porte ogivale. Je me demandais déconcerté si elle avait toujours été là ou si elle était venue s'y ajouter. Si on réfléchit à ces notions de passage de livre, quelquefois, est-ce qu'un livre peut exister là aussi fort, dans le souvenir même à des décennies de la première lecture, sans que les passages s'impriment exactement au mot près? À ces passages, il n'y a rien à commenter, à expliquer, sinon que les lire dans leur ordre précis des mots. Là, en l'occurrence, la traduction. Traduit de l'allemand par Juliette Paris en 1947. Pendant un temps, sur cette chaîne, il m'arrivait d'aller à l'extérieur et de faire ces improvisations là, in situ. Et je saurais très bien, là, dans la ville de Tours, en prenant la cathédrale, en montant ces rues en ovale, derrière le vieil archevêché qui monte jusque de l'autre côté où il y a des arènes romaines, et puis imbriqué les cinémas, le studio, une sorte de labyrinthe, et puis le conservatoire de musique, lui aussi dans un ancien couvent, et puis il y a une chapelle désaffectée, un autre couvent ancien dominicain, je sais pas, j'y connais rien, ces choses-là, mais quel bonheur, encore que ça fait des années que j'y suis pas retourné, mais longtemps, c'était une fois par an, ou quand on passait à proximité, les reprendre, ces vieilles rues. Elles sont toujours désertes par les voitures garées, ça c'est la plaie. Mais ces couvents, il y en a aussi dans le 14e à Paris, des jardins clos, des immenses bâtiments, et puis deux ou trois, une poignée de vieilles personnes qui sont toujours là, inamovibles. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ces murs. On est dans un quartier étroit, plein de grands murs, de forme close, et j'aurais pu peut-être prendre l'appareil à la main et longer ces murs dans cette rue et puis raconter la même chose ou lire même le passage de Hermann Hesse dans le Loup des steppes, ce passage qui marque là comme une sorte de prisme inamovible dans la tête. Et pourtant, l'idée d'une porte qui surgit et que soudain on peut franchir, bon, dans Exode, c'est la mer qui s'ouvre et on traverse entre les deux murailles, mais dans le fantastique, c'est H.G. Wells qui a une nouvelle qui s'appelle La porte dans le mur, dans le pays des aveugles. C'est la fin dans le Golem de Meyerink. Alors, est-ce que cette porte qui surgit, qui vous débarrasse du monde, parce que soudain, dans le monde même ordinaire, pragmatique qui vous entoure, un passage se révèle alors que tant de fois vous avez cherché la porte. Pensez aussi à cette histoire, ce rêve qui est au centre du procès de Franz Kafka. L'homme qui attend devant la porte et il y a un gardien. Et jamais le gardien n'ouvre la porte. L'homme meurt et le gardien lui dit « Cette porte était pour toi ». C'est pas pour rien que Kafka a publié ce rêve alors qu'il n'a pas publié sous forme de nouvelles, alors qu'il se refusait à publier le procès. Donc peut-être que c'est lié aussi à ces thèmes de l'Europe centrale. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas l'échappatoire. Donc l'échappatoire, elle est parce qu'il y a du brouillard de la nuit, de l'humidité, et que les villes se resserrent, ont dû se resserrer si longtemps pour se protéger, pour que dans cet endroit où toujours il y avait vous venez là justement parce que ça ne change pas. Et ce mur, mentalement même, dans l'image qu'il vous laisse, vous pouvez passer la main sur ces rugosités, sur une petite herbe, une petite fleur qui s'y accroche quand c'est la belle saison, et puis que ces bâtiments, avant, après, soient plus ou moins
désaffectés, ça change pas. À Tours, par exemple, je crois que c'est plutôt même des gens aisés et qui ont récupéré aussi certaines de ces vieilles maisons, et puis c'est barricadé de cadenas, de caméras, et tout ça, mais cette impression, elle demeure. Et pourtant, je passe à l'univers de la parole en restant là dans l'univers de mes livres, tout en pensant fortement, c'est-à-dire je ne peux pas dissocier le passage de Hermann Hesse du fait que là, 20 minutes de marche d'où je suis, je pourrais trouver une rue qui me produit toujours cette impression similaire. Et cette impression, j'ai pu la trouver ailleurs. Par exemple, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui faisait autrefois que les rues de Rome, maintenant bien plus propres et aménagées, mais qu'on avait ce bonheur à se perdre dans les petites rues de Rome. Sinon, le côté, justement, c'est obligatoire. Ce mur, il ne peut pas être autrement. Ce côté-là, même qu'on ne puisse pas... Il y a une sorte de tranquillité, d'inamovibilité, et on bute. C'est quoi la différence entre l'écriture et la parole ? C'est que là, on a décanté ce qui ne bute plus parce que ça fait exister le mur. Alors, c'est d'autres questions. Dans ces villes qui ne sont plus dans ces entremêlements, ces superpositions, est-ce qu'on peut retrouver ce même mystère ? Je repense que dans cette période de 6 années où une fois par semaine je dormais à Cergy sur une dalle, ville nouvelle, j'avais souvent ces promenades de nuit, il y en a beaucoup là, sur la chaîne où tu passes sur un bout de pont, tu croises 2 bâtiments, tu es dans un angle où dans la journée c'est des bureaux, des institutions. Il y a une place qui s'appelle place de l'Hexagone, si je me souviens bien, où il y a juste ces rambardes, l'autoroute dessous, un réverbère. Et cette impression d'inamovible, tu pouvais la voir aussi. Je l'ai retrouvée aussi à Évry, ville anciennement nouvelle. Là aussi, une ville implantée dans ces années 70 en essayant de reconstituer avec les données contemporaines d'alors et des gestes architecturaux majeurs, l'intimité de ces petits labyrinthes dans les cours qui servent aujourd'hui d'organisation stratégique aux dealers, et toi tu passes pas avec un appareil photo. Mais dans les 2 cas, oui, une passerelle à Évry, je photographiais souvent l'entrée d'une passerelle, je photographiais du laboratoire, là, du Fab Lab de l'école d'ingénieurs, un peu en plongée, parce que cette passerelle surgissait des gens, tu le vois, surgissait de plusieurs côtés. Peut-être que cette passerelle, pour moi, était aussi le même indice de trouer dans le réel, où cette place à l'Hexagone à Cergy, un pont aurait pu être déplacé, t'amener dans un autre quartier, toujours aussi de même de bureaux, avec ce petit tréfilement, là, ce petit bruit imperceptible des réverbères, la petite chose là, qui sert d'amorceur au néon, et puis ces intérieurs avec des portes transparentes, tu peux pas passer évidemment, tu as pas de code, mais derrière il y a quelques boîtes aux lettres, c'est vaguement éclairé, il y a l'ascenseur, et c'est là ce même sentiment d'inamovible. Comment on pourrait le transporter ? Comment on a la tâche, nous, aujourd'hui, d'installer un fantastique ici, dans ce même impalpable ? Alors pourquoi on revient à Hermann Hesse, le loup des steppes, à cause de ce mur ? Parce que cette porte qui surgit, comme dans les vieux contes, il faut toujours des conditions très spéciales, de nuit, d'opacité, de brouillard, pour que cette porte se révèle. Elle est tellement logique, tellement en harmonie avec le mur qui l'enserre, que c'est nous qui nous mettons en cause. Est-ce qu'elle était là ou pas ? Peut-être elle était là et que simplement on n'a pas fait attention. Est-ce qu'on fait attention suffisamment aux choses ? On a repéré ce qu'il y avait après, cette vieille église fermée, on a repéré ce qu'il y avait avant, cette espèce d'hôtel un peu délabré. On longe le mur, on sait que dans ce moment-là, tout est en paix, en harmonie, la largeur de la rue, le fait que ce soit désert. Est-ce qu'on a fait attention qu'à cet endroit-là, justement, il y avait discrètement une petite porte ? Et le fait que nous, on se mette en cause, change le rapport au texte.
Parce que cette remise en cause, elle s'effectue pour nous-mêmes à mesure qu'on lit. C'est-à-dire à mesure qu'on lit, est-ce que j'ai fait suffisamment attention à ce qui m'est donné à lire? Et c'est là, ce jeu où l'écriture devient, elle aussi, une bascule qui garde sa pleine puissance par rapport aux objets, justement, qui seraient d'aller s'installer là dans une rue et de le faire en cinéma en direct. Et pourtant, j'adore les journaux filmés de ceux qui se livrent en permanence, au quotidien parfois, à cet exercice. Le génie de Hermann Hesse, c'est qu'elle donne quoi à cette porte? On voit la main de l'homme qui tente de la pousser. C'est pas un geste naturel. On ne pousse pas la porte de tous les immeubles dans une promenade nocturne à Cergy. Et cette porte, évidemment, ne s'ouvre pas. Et c'est là, à condition de s'approcher, qu'il distingue la petite inscription en lettres faiblement luminescentes. Mais lettres faiblement luminescentes, ça suppose déjà une sorte d'appareillage électrique. Et qu'est-ce qu'elle dit, l'inscription, dans ce passage? Théâtre magique. Alors bien sûr, j'ai plus le choix maintenant que de continuer cette série qui s'est amorcée par hasard. On va y entrer dans le théâtre magique. Et même, je vais vous dire, c'est à cause de la traversée du théâtre magique dans ce livre que j'avais décidé de dire, et si j'en parlais du théâtre magique? Et puis, au moment de le faire, non, d'abord, je vais parler de ci, d'abord, je vais parler de ça, puis d'abord, je vais parler de ça. Et que ça devient une sorte de fractionnement, de feuilleton. Aucun de nous pour maîtriser là ce qui est en train de se passer avec ces outils. Aucun de nous pour maîtriser pourquoi là il peut y avoir un sentiment impérieux, sentiment de nécessité à dire ça, là je prends ma porte, la rue déserte, le mur aussi qui est aussi calme en face parce que c'est un petit carrefour de périphérie de ville, j'installe mon appareil là et sans autre lumière ni technique, j'appuie sur le bouton record, je suis debout à 50 cm de l'objectif sans savoir ce qui passe et je me lance dans pourquoi je choisis ça pour correspondre à mon sentiment de l'impérieux, mon sentiment de la nécessité en écriture, plutôt que d'aller au clavier et d'écrire. Et pourtant, là aussi, comme je les vénère, comme je les aime, les textes qui parlent de littérature. On parlait de Ernst Bloch, de Walter Benjamin, mais il y a aussi Sebald. Ce texte est profondément sebaldien, quoique je n'ai pas l'impression que Sebald ne parle nulle part de Hermann Hesse, dites-le-moi si je me trompe. Eh bien c'est ça le génie de... Est-ce que c'est Hermann Hesse, l'homme génial? Je me souviens à Berne, à la Bibliothèque nationale, d'être descendu par une sorte d'ascenseur vitré incroyable qui traverse 8 sous-sols successifs. Et dans le 8e sous-sol, là sont les archives littéraires. Moi, je venais pour voir les archives Blaise Cendrars. Sa machine à écrire, son magnétophone, ses livres annotés, sa Bible toute gribouillée, mais les livres dédicacés reçus d'Aragon, etc. Et puis, juste... là, dans ces gros machines de bibliothèques souterraines avec des gros volants de fonte là, pour déplacer sur des rails les alignements, eh bien, il y avait aussi les archives d'Hermann Hesse, tout un rayonnage très haut, etc. Je me suis toujours promis qu'un jour, peut-être, je reviendrai là, juste pour respirer, voir, toucher, comprendre. Eh bien, théâtre magique, il y a aussitôt... tout le monde n'entre pas. La porte, elle est là, mais la porte vous dit tout le monde n'entre pas. Et même Hermann Hesse, alors est-ce que c'est pas lui-même en écrivant, tombant sur cette sorte d'os, c'est-à-dire quoi, je fais cette porte, mais on ne peut pas rentrer, à quoi elle me sert? Il répète, n'entre pas. Théâtre magique, tout le monde n'entre pas. Et puis voilà, le gars continue son chemin. Il garde ça, c'est ensuite qu'il va revenir. Ensuite qu'il va revenir en disant qu'est-ce que c'est ce théâtre magique? Et il y a toute cette traversée de nuit, peut-être le prochain épisode de cette micro-série, comprendre
par toutes ces 1000 parcelles fluentes, diffusées, faibles chacune, ce que c'est que l'invention de récit et pourquoi ça nous tient, et pourquoi on repousse tout le reste, comme à cause de ce mur, on repousse toute la ville, parce que c'est devenu ça notre vie, pour nous, pas pour démonstration aux autres. Tout le monde n'entre pas, n'entre pas. T'as le droit d'entrer, dis, t'as le droit d'entrer. Quand il reviendra, la porte aura disparu. Et ce moment de traversée de nuit, il est une construction qu'on peut comprendre uniquement si... Est-ce qu'on le sait d'avance? Non, mais toute la traversée de nuit, avec le retour, la perte et le retour, eh bien, on aura bien compris que le souvenir de la porte, il est antérieur et qu'on va bien s'y confronter. Et à cause de ça, il y aura quoi? Ce bonhomme qu'on voit disparaître dans une arrière-cour. C'est compliqué, la littérature. Non, c'est à condition d'arriver à cette simplicité-là. La porte dans le mur. C'est que je ne l'avais pas remarqué, ou bien à quelles conséquences m'expose le fait qu'elle n'existait pas et qu'elle existe dans quelque chose qui semble si inamovible, si paisible, si en harmonie avec son propre mode d'existence de choses, et que toi, tu ne l'avais pas remarqué, et que cette porte, elle te dit simplement, tu n'entres pas. Tout le monde n'entre pas. Ensuite, il y aura l'autre versant, seulement pour les fous. Et on va y aller, nous aussi, bien sûr, dans le seulement pour les fous.